Je donne la parole à Hervé Mariton. Vous répondrez après collectivement aux questions. Monsieur Mariton, je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Osez, monsieur le rapporteur, recevoir dans ce cadre, avec la publicité de cette réunion et le délai accordé, un certain nombre de personnes qui, s'opposant au projet, vous demandent à être reçues et que vous recevez parfois dans la discrétion de votre cabinet. S'agissant d'obscurantisme, je le redis au micro, je pense que le sénateur socialiste Madec, quand il éteint la lumière, quand intervient une personne défavorable au texte, prouve là, au sens propre et au sens figuré, un talent d'obscurantisme. Pour venir à des questions. D'abord, je veux saluer la fin des interventions était sur un ton plus polémique, mais le caractère très construit de vos interventions et la cohérence. Enfin, je crois que un certain nombre d'entre nous, défavorables au projet, mesurons la cohérence qui est la vôtre dans la revendication de la PMA, d'autres schémas, parce que les uns les autres le dites vous-même, d'adoption au sens du processus d'adoption externe, il y en aura guère, et vous dites vous-même que le mariage n'est pas vraiment le sujet. Quand vous parlez du statut du beau-parent et du statut pluriparental, évolutif dans le temps, et évolutif dans le temps, est-ce qu'on est dans une idée qu'on puisse être dans ce statut et à un moment en sortir? Et puis, dans ce pluriparental, qui peut éminemment concerner des familles, des couples de même sexe et leurs enfants, au fil des recompositions successives, s'il y en a, comment est-ce que vous appréhendez la question du statut du beau-parent intermédiaire, puisque la recomposition peut faire qu'il y a plusieurs générations successives de beaux-parents, et une question très concrète qui a été traitée par d'autres à un moment, ou en tout cas envisagée, y compris dans des cénacles politiques, dans ce statut pluriparental, avec une multiparentalité qui peut être relativement nombreuse, à qui l'enfant doit-il l'obligation alimentaire? Je suis preneur d'avoir une réponse à cette question très précise. Sur la réalité de la société, vous disiez il est important de prendre acte de la réalité de la société et de lui trouver la reconnaissance publique et la forme juridique. Quelles sont les limites aux réalités sociales que, d'après vous, le législateur peut ou non reconnaître? Il y a des réalités sociales que l'on peut approuver, il y a des réalités sociales que l'on peut désapprouver. Ce n'est pas parce que les choses se font qu'elles sont bien, ce n'est pas parce qu'elles se font qu'on souhaite les consacrer dans la loi. Donc je vous pose la question, parce que vous dites de manière assez directe, une réalité de la société, il faut la traduire dans la loi. Et est-ce qu'il y a des limites à cela? Ou est-ce qu'il n'y a aucune limite, d'aucune sorte, quels que soient les choix, les attitudes et les responsabilités? Sans doute suis-je très ignorant, mais est-ce que vous pouvez me rappeler d'où vient, c'est une vraie ignorance, elle n'est pas feinte, d'où vient l'expression faire famille et ce qu'elle veut dire? Je comprends que l'on fonde une famille, que l'on construit une famille, enfin, sans doute une vision un peu académique des choses, mais l'article existe en langue française, l'expression est courante, faire famille, j'entends bien, mais d'abord, de quand vient-elle? Et dans votre esprit, il n'y a pas de vice dans la question. Que veut-elle dire différemment? Quelle est la différence pour vous entre faire famille et construire une famille? Vous avez évoqué à un moment de votre propos le nombre de familles, d'enfants concernés, et vous avez précisé, c'est une question qui n'est pas trop venue dans le débat, me semble-t-il, jusqu'à présent, qui est cependant importante, en métropole et outre-mer. Est-ce que les associations, la vôtre, on aurait pu poser la question à Inter-LGBT tout à l'heure, comment appréhendez-vous ce que l'on analyse, ce que l'on sait de l'attitude différente, manifestement, de la société outre-mer, dans les départements et collectivités d'outre-mer, au regard de ce débat? Il y a un rapport de force dans la société sur la question qui est traitée cet après-midi ici. Ce rapport de force est clairement et manifestement différent outre-mer. Est-ce que vous avez anticipé, vous êtes posé cette question, avez-vous une réponse sur la manière dont la législation qui pouvait passer ici, l'Assemblée nationale, serait entendue, perçue, traduite dans les départements et collectivités d'outre-mer, compte tenu de la grande critique, y compris de nombreux élus socialistes, que ce projet reçoit. Et puis, même si la question est assez virtuelle à ce stade, mais
elle existe sur le plan expérimental. La réponse, en tout cas expérimentale, existe. Le jour où la technique permettra que 2 femmes ou 2 hommes, ensemble, sur leur patrimoine génétique, sans le recours d'un tiers, aient un enfant à eux deux. Comment est-ce que vous anticipez ce que serait la réponse de votre association à une situation de ce type et à la revendication que 2 femmes, 2 hommes, vous disant que la science leur permettant d'avoir un enfant sur leur propre patrimoine génétique, souhaiteraient l'avoir? Vous pouvez préciser, M. Mariton, parce que j'avoue que je suis perdu par cette dernière question. Vous dites qu'il y a des expérimentations sur cette question-là. Il y a des expérimentations animales. Des expérimentations animales, je peux aider à documenter le rapporteur là-dessus. Il y a des expérimentations animales qui, sur le patrimoine génétique de 2, il s'agit en l'occurrence de souris mâles ou femelles, ont permis d'obtenir des souriceaux, lesquels souriceaux se sont eux-mêmes reproduits. Donc on est à un degré relativement avancé de l'expérimentation.